Je calcule les nombres d'années qui me restent à vivre, tellement j'aime la vie. Je n'ai postulé que chez Mazars. Et en fait, je voulais absolument travailler dans cette boîte. Je me suis dit, je peux pas faire un métier qui n'a pas de valeur aux yeux des autres. Je suis partie en congé mat, j'étais auditrice et je suis revenue, j'étais aux ressources humaines. J'ai été très peinée par la manière dont les gens voyaient mon métier. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, quand je dis que je fais des RH, on me dit « ça va, c'est pas dur de licencier des gens ». Mon métier n'est pas de licencier des gens, en fait. Et je pense que quand je suis arrivée chez Mazars, on était même pas 2000, 1500. Comme beaucoup de jeunes femmes, je voulais faire ce que je pensais qu'on attendait de moi. On fait toujours le choix d'être là où on a décidé de l'être. Quand on n'est pas aligné, il faut partir, en fait. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Oméric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Mathilde Lecoz, DRH de Forvis Mazars France, membre du COMEX et figure incontournable du monde des RH. Diplômée de Neoma, elle commence en audit chez Mazars. Mais très vite, elle préfère parler humain que chiffres. Elle crée la fonction Innovation RH, monte des projets comme Innov Inside ou HR Family et challenge sans relâche les modèles classiques du travail. Présidente du Lab RH, engagée pour plus de parité, d'impact et d'innovation, Mathilde incarne une vision du travail en mouvement. Libre, connectée et résolument humaine. Hâte d'en savoir plus ? Allez, place à la conversation. C'est parti ! Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans les nouveaux bureaux de Forvis Mazars. Oui, tout à fait, on a emménagé cette semaine, justement. Tout neuf. Mathilde, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que l'on peut se tutoyer ? Je suis plus à l'aise avec le tutoiement, donc ça me va très bien. Tu tutoies l'ensemble des collaborateurs ? Tout le monde, ouais. Par défaut ? Par défaut, souvent mes aînés, je peux les vouvoyer. Ça, je pense que c'est quelque chose qui reste de mon éducation. Et j'attends qu'ils me proposent de les tutoyer. Mais sinon, oui, j'ai besoin de tutoyer tout le monde. Je trouve que ça apporte plus de proximité. Et vu que tu contribues beaucoup à la culture d'entreprise, ça doit mettre à l'aise aussi les nouveaux arrivants. Oh, oui. Puis je pense que ça aide à se sentir plus jeune. Moi, je prends un coup de vieux quand les jeunes ils arrivent et qu'ils me vouvoient. J'aime pas du tout. Madame. Voilà, madame, non. Est-ce que tu peux nous donner ton état civil, s'il te plaît ? Alors, je suis mariée, j'ai 3 enfants, alors pas du même père, donc voilà, j'ai d'abord une fille il y a maintenant 17 ans, et qu'ensuite on a élevé en garde partagée, comme beaucoup de familles aujourd'hui. Et du coup, je me suis mariée il y a plus de 10 ans et aujourd'hui j'ai 2 derniers enfants, qui ont respectivement 7 et 9 ans. Voilà. Il va falloir que tu nous expliques comment est-ce qu'on combine une carrière bien remplie avec une vie de famille bien remplie. La troisième question que j'ai envie de poser, c'est quel est ton souvenir d'enfance le plus lointain ? J'en ai tellement, je crois que j'ai vraiment une enfance très heureuse. Donc en tous les cas, les souvenirs les plus lointains, j'ai quand même, je crois, des souvenirs de maternelle, où je me vois dans la cour de récré jouer avec mes copains. Sinon, c'est beaucoup de souvenirs en famille, dans les maisons de vacances de mes grands-parents maternels, où, qui nous rappellent que d'excellents moments. T'as grandi où géographiquement ? Moi, j'ai grandi en Bretagne. Je suis née à Paris, mais j'y ai très peu vécu parce que ma maman parisienne a épousé un Breton et ils sont retournés en Bretagne. Et donc, j'ai vécu dans le centre de Bretagne. On connaît peu, ça s'appelle Loudéac. Donc, c'est vraiment le centre agroalimentaire de Bretagne. Mes parents sont vétos agro. Donc, j'ai grandi au milieu des cochons, des poules, voilà. Et un peu plus tard, à 15 ans, je suis arrivée à Rennes pour faire mes études. Je suis l'aînée, moi, de la famille. On est 4 frères et sœurs. Et voilà, et jusqu'à mes études supérieures, voilà, je suis restée en Bretagne. Après, j'ai vite découvert la vie en dehors de la famille. Et surtout, juste après mes études, j'ai commencé à travailler à Paris. Ça fait 20 ans. Ouais. Puis on va voir que tu
tu as peu bougé. Tout à fait. Géographiquement, tu as bougé, mais pas au niveau de l'entreprise. Exactement. Alors attends, si je reviens à ton enfance, tout ce parcours scolaire, tu l'as fait dans l'école de la ville. Exactement, oui, donc à l'UDEA, Cloudia, comme dit les intimes, et j'ai fait toute mon enfance là-bas jusqu'à peu près la fin du collège. On a bougé un petit peu avant, et j'ai découvert la ville. Moi, je venais vraiment de la campagne, donc j'ai découvert la ville. Rennes, c'est pas très grand, mais c'était déjà beaucoup plus grand. Voilà, à la fin du collège, où ensuite j'ai fait mon lycée, ma prépa, j'ai fait une école préparatoire, et ensuite je suis partie à Rouen pour une école de commerce, Neoma, et ensuite je suis arrivée à Paris. Voilà. Tu savais ce que tu voulais faire quand tu as fait ta prépa, ou tu t'es dit: Pas «Tiens, je vais du faire tout. une prépa pour Pas gagner du un peu tout. de temps»? Non, mais pas du tout. Ouais, je crois même que je me suis dit: «Je vais faire une classe préparatoire» 2 mois avant le bac, donc c'était vraiment, last minute, en mode: «Ah oui, on peut faire ça». Mine de rien, c'est vrai que alors mes parents ont fait quand même des études longues, pour être vétérinaire, mais c'est des professions indépendantes, donc en tout cas, le monde de l'entreprise, c'était pas forcément, même s'ils ont travaillé dans des groupes ou monté, des organisations depuis, mais c'était pas, l'entreprise, voilà, on va dire, corporate classique. Donc en tout cas, les métiers marketing, finance, communication, tout ça, connaissais pas vraiment. Moi, j'ai toujours été une scientifique. En tout cas, j'aimais beaucoup les matières scientifiques, donc un peu naturellement, je m'étais dit: Je vais faire des maths», ou voilà, enfin, voilà, on est poussé là où on est bon. Mais rapidement, je me suis dit: «Mais j'ai pas envie d'être ingénieure. OK, je fais maths sup, mais qu'est-ce que je vais faire?» Et c'est là, hein, c'est rigolo. Moi, petite, je me rappelle souvent des métiers que je voulais faire. C'était beaucoup plus dans la santé, le service. Moi, j'ai voulu être médecin sans frontières, j'ai voulu être opticienne, et puis, quand même tournée vers les autres, et puis, vraiment, on a parlé à mes parents en disant: «Mais pourquoi pas une école de commerce? Ah, mais qu'est-ce que c'est le commerce?» Moi, je pensais que c'était vraiment une école qui préparait à faire du commerce. Je me disais: «Mais je veux pas être commerçante». Je veux pas vendre des voitures. Voilà, non, et en fait, après, en découvrant, je me suis dit surtout que c'était généraliste. Donc moi, j'ai toujours été orientée sur, ne te ferme pas de porte. Je pense que c'est quelque chose qui marche encore aujourd'hui, mais vraiment, ne sachant pas, et même quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai toujours pensé, grand. En fait, ouvre-toi au maximum, justement pour pas t'enfermer dans une voie, que tu ne connais pas encore. Donc de toute façon, je savais pas laquelle choisir. Et le choix de Neoma, il s'est imposé comment? Un salon? Non, alors, donc déjà, je voulais partir de chez moi, mais pas trop loin. On a les copains, voilà. J'avais mon amoureux de l'époque, qui lui faisait d'autres études, mais qui est allé à Rouen. Donc je pense qu'il y avait un peu, voilà, l'appel du cœur. Et non, et il se trouve que, j'avais aussi passé, quand on veut intégrer une école de commerce, on fait le tour, on a ce qu'on appelle les admissibles, donc c'est un peu aussi au coup de cœur de l'école. Oui. Et il se trouve que voilà, que j'ai été super bien accueillie à Rouen. Je me suis sentie tout de suite bien. Je pense que Normandie, Bretagne, moi je suis pas quelqu'un des grandes chaleurs. J'aime la Bretagne et la Normandie. Pour moi, voilà, c'était aussi, ouais, je pense, une région, qui me parlait. Je pouvais rentrer facilement chez mes parents, avec une proximité parisienne où je me suis dit: «Ça sera peut-être bien pour des stages». Enfin voilà, un certain nombre de paramètres qui ont fait que, voilà, je me suis retrouvée, et je ne regrette, en rien, à Neoma. Ouais, tu as découvert donc le commerce étendu Ouais, avec le exactement. marketing, Ouais. la finance, la compta. Et alors, tu as des stages à faire? Alors moi, en fait, dès le début, c'est drôle parce que d'ailleurs, on a toujours voulu opposer ça, dans mon profil. À la fois un côté très rationnel, mathématique, cartésien, et je pense à quand même une personnalité assez créative, et très orientée vers les autres, et souvent on dit: «Mais c'est bizarre, ça va pas ensemble», et donc j'ai toujours toute ma carrière tiraillée entre ce que j'aimais, là où j'étais bonne à l'école, et en même temps les autres activités que j'aimais faire à côté, et en fait, je voulais faire du coup de la pub.
quand j'ai commencé, voilà, j'aime la mode, donc comme une fille, je disais: «Ah, je vais soit travailler dans le luxe, soit dans la pub, soit» voilà. En tout cas, attirée par les métiers, créatifs. C'est vrai qu'en école de commerce, voilà, j'étais très, très bonne dans les matières, on va dire, plus finance, mais j'étais présidente du bureau des arts, j'étais au bureau des élèves, enfin voilà, il y avait déjà tout de suite cette dualité, je sais pas, mais en tous les cas, ces deux réalités et j'ai fait du coup mon premier stage dans la pub. Et là, je me suis rendu compte que peut-être que ça me nourrissait pas comme je souhaitais, intellectuellement. Non pas que je trouve ces métiers, sans intérêt, au contraire, aujourd'hui, par exemple, je m'éclate dans les sujets de communication et de marketing. Mais ce premier stage, je me suis dit: «Ah, il me manque quelque chose» et du coup, je suis plutôt réorientée après, vers la finance. J'avais besoin, voilà, je pense qu'intellectuellement, j'aime bien craquer des problèmes, voilà, résoudre, ouais, trouver des solutions, résoudre donc c'est vrai que, voilà, mais j'ai toujours eu ces deux pendants, en fait, qui sont assez éloignés, mais qui, moi, me nourrissent tout autant. Pour ton premier stage, c'était pas chez TBWA, par hasard? Ça s'appelait à l'époque Euro RSCG, Groupe Havas, maintenant et j'avais fait ce stage à Rennes. Parce que moi, par contre, il fallait que je retrouve mes copains. Tous mes copains n'étaient pas partis, faire des études aussi loin, donc fallait que je reste assez proche et j'ai eu l'opportunité de faire ce stage-là, du coup, à Rennes, voilà. Et la découverte du monde dans l'entreprise, découverte des réalités, tu, Oui, moi, je crois que j'ai toujours aimé être en entreprise. avec J'aime avec les autres? avec les autres, mais j'aime pas beaucoup le télétravail, j'aime pas travailler toute seule, et donc en tout cas, je dis pas qu'on trouve que ça en entreprise, mais le foisonnement d'énergie, de rencontres, ouais, ça m'a toujours, attirée et donc je me suis toujours vue en entreprise, en fait. Ça c'est quelque chose d'assez évident. Est-ce que ça durera? Je sais pas, mais et puis j'ai aimé, ouais, l'atmosphère, les projets, les départements qui se croisent, la diversité de personnalités, en tout cas, j'ai des excellents souvenirs, de cette expérience, mais même en entreprise. Alors c'était pas vraiment ma découverte de l'entreprise parce que, moi, assez jeune, j'ai voulu, travailler pour gagner de l'argent, voilà, et donc l'été, dès que j'ai pu avoir l'âge d'avoir le droit de travailler et j'ai fait mes armes à l'usine, hein, sur la chaîne de production. OK. Parce que j'ai eu cette chance-là de connaître quelqu'un qui avait, une usine et du coup qui m'embauchait bien volontiers à peine mes 16 ans passés et ça, je sais que ça m'a par contre, beaucoup aidée dans, la découverte aussi de la chance que je pouvais avoir de faire un métier, qui allait changer, qui allait évoluer, j'avais beaucoup d'admiration en fait pour les personnes, que je voyais au quotidien depuis 20 ans sur la chaîne de production à faire, la même tâche, et moi ça m'a beaucoup marquée en me disant: «Écou tu as de la chance de peut-être pouvoir aussi, faire, d'autres choses, donc tu dois te donner les moyens, voilà, pour en tout cas avoir le choix» et ça a été, encore une fois un grand souvenir, pas du tout, un horrible souvenir, au contraire et j'adorais aller sur la chaîne de production. Tous les jours, je changeais de section, je étrangement aussi, je pense que j'ai un côté assez manuel, donc moi, c'était des choses, j'adore, comprendre, voir et même aujourd'hui visiter des usines, c'est des choses que j'aime beaucoup. Mais j'ai vite compris que, c'est plutôt la monotonie parfois qui peut s'installer, que moi voilà, je me disais: «Je crois pouvoir avoir la chance de faire des études et m'ouvrir des portes» et du coup en tout cas, ça a été un vrai marqueur et pour moi un booster. Oui, pour toi, c'était nouveau et puis c'était, comprendre le fonctionnement, la les process, les étapes, Oui tu et pas fait ça 20 puis ans, quoi? non et puis de se rendre compte aussi, que parfois, certaines personnes, peuvent y rester longtemps et par,
manque d'opportunités de faire d'autres choses. Et c'est pas toujours rose non plus. Mmh. Enfin, c'est des quotidiens extrêmement difficiles. Et je pense que voilà, j'ai aussi mesuré la chance que j'avais, et c'est une vraie chance de pouvoir faire des études longues, que mes parents aient pu m'aider à le financer. Donc moi, je pense que ça m'a vraiment aidée à me dire, voilà, je suis reconnaissante, j'ai de la chance et je dois pour mes parents, me donner les moyens de faire le maximum, quoi. Et alors les 5 années? 5 années à Neoma? C'est 3, 2 ans de prépa, 3 ans à Neoma, ouais. Ouais. Donc là, tu sors avec ton diplôme en Ouais. poche, tu as des expériences, très concrètes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Mais à Neoma, c'est quand même il y avait une section finance, voilà. Il y a beaucoup d'étudiants de Neoma à l'époque et toujours qui se spécialisaient dans les parcours de finance et qui commençaient en cabinet d'audit. Et donc, c'est vrai que moi je voulais pas être commissaire aux comptes, du tout, de carrière, mais par contre, j'avais compris que ça me permettait de découvrir plein d'entreprises, plein d'industries et comme je savais pas c'est pas que je savais pas quoi faire, c'est qu'en fait moi, bon j'ai un peu un adage, mais choisir c'est renoncer. J'ai beaucoup de mal à choisir et donc j'avais envie de tout découvrir pour me dire, d'être sûre de faire le bon choix. Et donc je me suis dit: «En audit, tu vas voir plein de gens différents, plein d'industries, ça va te laisser le temps de mûrir ton projet et de découvrir dans quel, type d'entreprise tu auras envie ensuite, d'évoluer ou quel métier faire». Et voilà et après, pour la petite anecdote, je n'ai postulé que chez Mazars à l'époque. Alors maintenant c'est Forbis Mazars, mais Mazars, j'ai aussi le coup de cœur pour des gens, je pense que c'est un peu mes drivers, les gens avec qui travailler comptent tout autant que ce que je vais faire et en fait, je voulais absolument travailler dans cette boîte. J'ai trouvé voilà, en tout cas, la culture d'entreprise m'a tout de suite parlé, ils m'auraient recrutée pour faire autre chose que je l'aurais fait, je pense. Il se trouve qu'à l'époque, ils venaient chercher des étudiants de Neoma pour faire de l'audit et ça m'allait très bien et je me suis éclatée. J'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai voulu après être embauchée, et j'ai des super souvenirs d'ailleurs de ces premières années professionnelles. Mmh. Et puis te forme aussi. Ils forment, c'est très, très formateur. Alors souvent on dit: «Mais on a l'image que ça forme qu'à la finance», mais moi je suis convaincue que ça forme à tout. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on me dit souvent: «Mais comment tu es passé de l'un à l'autre?» mais parce que ce sont des métiers, où on apprend en faisant et donc c'est plutôt une, manière d'apprendre à se comporter face à l'incertitude, l'apprentissage, la découverte et donc une fois qu'on a compris, moi, je me suis sentie beaucoup plus armée pour faire, plein de choses différentes, et c'est ce que je dis souvent aujourd'hui aussi à nos collaborateurs. En fait, faut vraiment pas se fermer de porte. Je pense que ce sont des métiers qui apprennent à, apprendre et du coup après on est armé pour faire plein de choses. Voilà, tout simplement. Comment tu as passé les étapes, et quelles sont tu as eu des rencontres de partners, qui t'ont dit: «Tiens, viens dans mon département, j'aimerais avoir un profil comme le Mmh. tien», est-ce que Alors pour la petite année, alors c'est assez rigolo parce que donc du coup, c'est assez facile, hein, quand on est en école de commerce, on a tous les cabinets qui passent et qui viennent chacun faire, voilà, leur petite séduction, et donc ils viennent à nous, hein. C'est assez confortable. Il se trouve que, j'ai rencontré des gens, de d'autres cabinets, qui donnaient des cours et alors si on peut le dire, mais ça m'a pas du tout donné envie. Donc en fait, oui, si, c'est plutôt qu'il y a des rencontres que j'ai faites et je me suis dit: «Ouh là là, pas chez eux» et puis d'autres que j'ai faites en me disant: «Ah, différent, j'aime la personnalité, j'ai bien envie de creuser». Alors moi, je voulais, débuter, à Paris, mais il se trouve que pour mon stage de fin d'études, j'ai été embauchée à Rennes parce qu'on d'accord. avait aussi une antenne Mazars à Rennes. Pratique, mais moi j'étais attirée par la capitale quand même. Je pense que est-ce que c'est le fait, j'ai grandi donc comme je disais, je suis née à Paris, j'y ai pas vécu, mais ma famille maternelle a toujours été, à Paris et moi, c'est assez, je suis pas un profil breton classique parce que beaucoup de Bretons,
reviennent très Sûrement vite en en Bretagne. Bretagne. En tout cas, quand je compare dans ma vie familiale, mes frères et sœurs sont beaucoup moins aventuriers que moi. Moi, je pense que j'ai toujours été petite attirée par l'émulation de la ville, les lumières de la ville, l'énergie. Et donc, pour moi, c'était un rêve de dire, je veux vivre à Paris, quoi. Pour moi, c'était venant de la campagne, c'était vraiment la grande vie. Et donc, je voulais absolument travailler. Et donc, je ne l'ai pas été prise. J'apprendrai pourquoi par la suite. Mais du coup, je débute à Rennes. Je passe un stage vraiment merveilleux. Pareil, des personnes merveilleuses. Surtout, moi, je m'émerveillais de tout. Je raconte souvent quand même que j'avais des missions. On allait auditer des abattoirs. On me disait ça va. Et on arrivait à me passionner en m'expliquant la taxe de désossage. Bon, je suis fille de veto, donc autant dire que j'aime pas voir les animaux souffrir. Mais en fait, je trouve que quand on s'intéresse je pense que je suis très curieuse de nature, et donc découvrir des industries, des réalités, des histoires de vie en fait, parce que Oui. ce sont des dirigeants qui racontent leurs histoires, leurs projets. Je pense que c'est ça. C'est les aventures humaines derrière ces projets-là. Moi, voilà, j'étais passionnée. Et puis à la fin de mon stage, je me suis dit: «OK, je veux continuer». Encore une fois, j'y resterai peut-être pas 10 ans, mais je voulais pas que ça se termine tout de suite. Et puis, du coup, j'ai été recommandée, à Paris. Alors pour la petite anecdote, j'ai un entretien, à l'époque avec, la responsable du recrutement assez lunaire, pour arriver, chez Mazars. Je comprenais pas et en même temps je comprends aujourd'hui, qu'il commence à me demander des questions sur mon éducation, qui me dit: «Ah mais tu es l'aînée d'une famille de 4 enfants, ça doit vous dire ça, ça, ça». Moi j'étais là genre: «Mais c'est bizarre les questions qu'elle me pose, elle me parle pas d'audit, de ce que j'ai fait pendant mon stage». Je pense qu'en fait, elle cherchait aussi des personnalités, comprendre aussi d'où on venait, quelles valeurs on avait pu, développer. Ça maintenant, aujourd'hui, en tant que DRH, je le comprends, beaucoup mieux. Sur le moment, je me suis dit: «Mais c'est bizarre, elle m'a parlé de mes parents, du fait que j'étais l'aînée, de mes vacances», enfin voilà. Et je me rappellerai toujours, elle me pose la question: «Mais, vous avez jamais candidaté à Paris?» Donc là, je me dis: honnêteté ou pas? Parce que moi, j'avais jamais su pourquoi j'avais pas été prise, en stage à Paris. Donc je me dis ça m'a toujours plutôt, donné raison. Moi, je lui dis: «Bah, faut pas mentir». Donc je vais lui dire: «Bah, pour rien de vous cacher, j'ai postulé, puis j'ai pas été prise, je n'ai jamais su pourquoi». Là, elle m'appelle et je me suis dit: «Oh là là, tu vas te griller, en fait. Ils vont te réouvrir le dossier». À tous les coups, il y avait un truc dans ton dossier qui a fait elle me dit: «Ah OK, merci de votre honnêteté, du coup, je peux pas m'empêcher de regarder, voilà, ce qu'on avait dit à l'époque». Là, je me dis: «Ah ça y est, c'est mort, c'est grillé», et en fait, pas du tout. J'avais eu il se trouve des excellents retours, je l'avais jamais su, mais tout simplement, comme beaucoup de choses arrivent, on arrive trop tard, en fait. Ah, Ils le avaient quota déjà a été atteint. recruté le fameux contingent de stagiaires. Et moi, j'étais arrivée un petit peu trop tard. Et je pense que voilà, et du coup, de fil en aiguille, elle me dit: «Bah, non, mais vous auriez dû être prise, il y avait plus de place. En plus, vous avez été honnête, vous me l'avez dit». Enfin bref, je refais l'histoire. À la fin, j'ai même pas fini l'entretien qu'elle m'a dit: «Bien sûr, vous êtes prise, vous commencez la semaine prochaine». Et voilà, et ça a commencé, comme ça. À l'époque, on était, déjà à La Défense, dans une tour. On a toujours une petite tour, mais notre tour à nous. Mais moi, j'étais tellement fière de commencer à La Défense. À l'époque, c'était en 2004. Ouais, ça faisait chic en tous les cas. C'était des parcours de carrière, moi en tout cas, qui m'enthousiasmaient de me dire, voilà, je vais découvrir une grande entreprise, dans la grande ville, dans le quartier d'affaires. Près du Voilà, cœur de la mode, exactement, voilà. tout le monde en costume et en tailleur. Et alors, tu démarres toujours en finance. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce que tu vrilles, tu shifts, tu Hem, alors as ce fait le que j tour? non, Est-ce ce que que j'aimais bien, donc je dis Mazars à l'époque, on s'appelle plus comme mmh, ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était Mazars, c'était qu'on n'était pas sectorisé. Donc quand on était recruté, c'est ça vraiment, comme moi je voulais ouvrir mes chakras et découvrir le plus possible, et ben j'avais pas besoin de choisir un secteur. ouais. Et ça j'y veille toujours, c'est toujours le cas, et c'est peu évident, aujourd'hui. On est le seul cabinet à faire ainsi, mais parce que c'est notre promesse aussi de faire découvrir quand on est jeune. Déjà, on ne sait pas faire quoi comme métier, mais dans quel secteur. Alors bien évidemment, je pensais vouloir faire de l'audit dans le secteur du luxe et de la communication.
Et en fait, je me suis passionnée, c'est là où on voit la chance de tout découvrir. Je me suis passionnée pour la trésorerie d'entreprise et les instruments financiers. Donc rien à voir, toujours ce côté un peu mathématique parce que c'est beaucoup de choses de valorisation, de Oui. calcul mathématique, et j'ai découvert un monde, mais moi je connaissais pas les produits de change, les actions, les couvertures, de change et cetera et en fait, je le faisais pour le compte d'entreprises comme, Danone, l'agence France Presse, en plus dans plein d'environnements, différents. Donc non, j'ai rencontré des équipes, formidables, des gens qui sont d'ailleurs des amis très proches aujourd'hui, des amitiés de plus de 20 ans. J'adorais. Enfin, vraiment, j'adorais. Maintenant, je pense que je me suis vite rendu compte que ce que j'aimais, c'était encore une fois les rencontres, le travail en équipe. Mais moi, je m'attachais même aux clients. Donc, j'ai des anecdotes où j'ai fait du shopping avec des clients. Les gens disent, mais n'importe quoi. Parce qu'on partait en mission. J'ai notamment le souvenir de la responsable comptable de l'agence France Presse où on allait visiter des antennes et du coup, on partait 2-3 jours et on se retrouvait à aller faire du shopping, à s'essayer des Qu'est-ce que tu veux vêtements. faire samedi? Bon, bah, allez. Non, mais voilà, mais parce qu'en fait, il y a des clients, il y a encore très peu de temps, je leur écrivais encore alors que ça fait 15 ans que j'ai arrêté ce métier-là. Mmh. Mais je pense que c'est toujours la rencontre humaine qui m'a et dans ce métier-là, c'est très, très riche. Et donc c'est ce que j'ai aimé. Maintenant, je savais que je ne voulais pas forcément, après c'est des métiers, si on y reste longtemps, on sait à quoi alors, je dis pas que c'est oui, on est associé d'un cabinet, mais ça c'est un statut. Il y a le plan Mais de carrière, quoi. fondamentalement, le plan de carrière, c'est de devenir commissaire aux comptes. Ça, c'était pas du tout, mon envie. J'avais envie de faire plein d'autres choses. Je m'étais dit: «Non, une fois qu'on est commissaire aux comptes, ça demande beaucoup d'engagement, c'est des longues années. On s'oriente quand même dans» et toujours moi le même sujet. Je ne veux pas, trop m'orienter, je veux faire plein de choses de ma vie. Et voilà. Alors il y a eu un autre événement, c'est que moi je rêvais d'être maman très jeune. Et pour mon époque, j'ai été maman très jeune parce que je suis tombée enceinte à 26 ans. Donc, j'avais personne dans mon entourage. Voilà, il y a 20 ans, quand on sortait d'une école de commerce, on pensait à faire sa carrière et pas tout de suite à être maman. Aujourd'hui, je crois que l'âge moyen du premier enfant, c'est 33 ans en Île-de-France. Donc, comme quoi, voilà, ça a quand même, donc 26 ans. Mais moi, je voulais être maman très jeune. Et c'est pas ça qui a fait un déclic, mais c'est sûr que, ce sont quand même des métiers, engageants. Alors je dis ça en souriant parce que je pense qu'aujourd'hui, je travaille tout autant, voire, bien plus qu'à l'époque. Mais c'est plus, voilà, je me suis dit, j'ai pas vraiment calculé moi, une opportunité est arrivée, chez Mazars à l'époque où, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en parallèle de ça, comme en école, j'étais investie partout. Moi, en tant qu'auditrice, je faisais, des formations, je faisais du recrutement, j'étais élue au CSE, j'organisais les soirées de la boîte. Je pense que voilà, ça a toujours fait partie de ma personnalité et chez Mazars, en fait, les personnes qui étaient à l'époque dans le service gestion de carrière, donc ce qu'on appelle les HRBP ou le développement de carrière, développement de talent, étaient des anciens opérationnels. D'accord. Une toute petite équipe, mais un poste s'est créé et en fait, on est venu me chercher pour me dire, «On croit que ce poste est fait pour toi». Et comme d'habitude, je me suis dit: «Oh ça va être super, je vais apprendre des nouvelles choses, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'ai appris la finance, je vais apprendre les RH, je serai encore mieux armée, pour choisir un autre métier demain». C'est toujours comme ça que j'ai Tu travaillé. cherches encore? Ouais, voilà et je cherche encore, hein. Mais je pense que apprendre des choses, découvrir des choses, ça a toujours été pour moi, mon driver et je me suis dit et puis j'avais quand même vite compris que, je mettais moins les mots dessus, mais que ma force, elle était peut-être dans la relation aux autres. Alors d'ailleurs, je comprenais pas parce qu'en audit, c'est des métiers de la rigueur, du chiffre. Puis on disait tout le temps: «Ah mais Mathilde, elle est trop les gens disaient de moi, «Elle est trop sociable, c'est trop plaisant de travailler avec elle». Ça m'énervait. Ça m'énervait parce que moi, je voulais qu'on dise: «Elle est rigoureuse, elle est structurée», parce que Elle moi, ne laisse rien passer. je pensais que c'était ça qu'on attendait d'une auditrice. Donc je me dis: «Pourquoi ils viennent parler de ma personnalité?» Aujourd'hui, avec 20 ans de recul, je sais en quoi,
créer des relations positives, c'est un vrai asset. Qu'est-ce que c'est agréable de travailler avec des gens positifs, agréables, voilà. Mais sur le moment, moi, je pensais que c'était un trait de personnalité. Je me disais: «Mais il parle pas du fond, il parle de la forme», et donc ça m'énervait un petit peu. Pour autant, j'étais quand même lucide que je devais avoir, si on doit dire ça, en tout cas un point fort, je dirais pas un don, mais un point fort était quand même dans ma manière de collaborer avec les gens et j'ai toujours eu un intérêt profond pour les autres. Donc moi, je me suis dit: «RH, c'est forcément fait pour moi. T'aimes les gens et les RH, c'est les gens qui s'occupent des gens. Alors vas-y, fonce!» Bon après, j'ai eu des hauts et des bas quand même, mais j'ai saisi tout de suite cette opportunité en fait, je n'ai même pas réfléchi, à Ah, vrai dire. Voilà et c'est comme ça que je suis arrivée dans les RH. bon, bah, tu commences lundi. À mon retour, voilà et c'était pendant mon congé mat. Donc moi, mon 1er congé mat a été, je suis partie en congé mat, j'étais auditrice et je suis revenue, j'étais aux ressources humaines. Voilà. Tu découvres quoi alors quand tu arrives aux ressources humaines? Ça tient sa promesse, l'image que tu t'en Non, étais en faite? fait, alors bien sûr, les premiers mois très exaltants, j'apprends beaucoup de choses, je découvre, un envers du décor, une autre facette des organisations, Heu, parce que quand on est dans les métiers, quelle que soit, je pense, la boîte, hein, mais c'est pas être la même chose être dans les métiers, on va dire business et être dans ce que j'appelle les coulisses. Donc c'est le fonctionnement de la boîte. Donc on voit d'autres choses, mais c'est surtout, j'ai été, très peinée par la manière dont les gens voyaient mon métier. Moi, j'ai vraiment, bah s'occuper des autres, pour moi, ça a énormément de sens. Donc je me suis dit, c'est comme les métiers de la santé, voilà, du service à la personne, pour moi, c'est des métiers qui ont énormément de sens et j'y allais avec tellement, bah, pardon, mais de bons sentiments que, moi, je voulais faire plein de choses, en plus, j'étais très active, très connectée. Je me rappellerai toujours les premiers jours, mais c'est violent, hein. J'appelais les gens pour, prendre des nouvelles, pour lancer des projets et la première chose qu'on me disait c'est: «Pourquoi tu m'appelles? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal?» Et là, mais moi, je dis: «Ah mais mon Dieu, mais c'est horrible!» Mais je lui dis: «Mais Peur des non, RH. je t'appelle parce que j'ai une idée, on va faire un projet», et en fait, j'ai découvert un métier qui faisait peur, et moi, je pense que mon empathie fait que quand même, je cherche, on peut le dire ça, l'amour dans le regard des autres. Donc la peur, c'est pas quelque chose du tout qui est positif pour moi, Mmh. première chose. La deuxième, très seule, solitude absolue. J'arrivais à la cantine, les gens s'asseyaient pas où je pouvais entendre: «Attention, les RH arrivent». Et je me disais: «Mais c'est horrible, mais» Ah, la enfin, je raconte violence! ça, mais en fait, c'est le quotidien de plein de RH, hein. Et je me suis dit: «Mais c'est horrible, en fait». Et puis alors, le pire, c'était les soirées avec les copains. «Ah, tu as changé de métier?» Moi, j'arrivais toute contente: «Ouais, je suis trop contente, je vais faire des ressources humaines et tout». Et là, je voyais les gens, ils me regardaient, mais des amis, hein, ils me disaient: «Ah, ça te va super bien, Oh non, mais c'est vrai que moi, dans ma boîte» et là, j'avais, la complainte du RH, quoi. «Ah non, mais moi, dans ma boîte, les RH sont horribles». Puis alors, le RH, j'ai découvert, vraiment l'image du métier de RH auprès de la population, hein, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, qui pensent ça. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, quand je dis que je fais des RH, on me dit: «Ça va, c'est pas dur de licencier des gens». Mais mon métier n'est pas de licencier des gens, en fait. Ça arrive, mais bien heureusement, c'est une enfin, ça reste quand même, très minoritaire dans mon quotidien. Et en fait, donc ça m'a beaucoup peinée. Je me suis dit: «Je peux pas faire un métier, qui n'a pas de valeur aux yeux des autres». Parce que pour moi, la valeur, elle est autant, dans le service perçu que rendu. Et donc je me suis dit: «Mais si tout le monde pense ça, c'est qu'en fait, tu n'apportes rien». Heu et donc j'ai voulu partir, et comme j'avais toujours ce sujet, je suis créative, mais je suis rationnelle. En fait, je me suis dit: «Je vais monter ma boîte». Alors, blague, parce que si jamais une de mes meilleures amies écoute le podcast, elle va rigoler, parce qu'elle était aussi chez Mazars à l'époque et on voulait monter toutes les 2 un concept store de mode. On Voilà. revient toujours à ça, en se disant: «Bah, on va monter notre boîte», et on est allé très loin, hein. On a fait des business plans, on est allé voir des business angels, on a été voir des emplacements, des Ah, il y avait enfin plus qu'à voilà, signer, quoi. ah oui, non, mais on était, dedans et tout.
Sauf que je me suis dit: «OK, super, mais tu peux pas partir comme ça». Donc ça faisait quelques années que j'étais chez Mazars. Je sais qu'on était très contents de mon travail. On s'était donné un horizon et je m'étais dit à l'époque déjà, «Écoute, finis bien et puis au moment d'aller monter ta boîte, tu vas essayer de voir est-ce que Mazars peut t'aider pour une rupture conventionnelle, pour nous aider?» On était là depuis longtemps, enfin quand même ça commençait, à faire quelques années, voilà. Et durant cette année, pour moi, je raconte ça, mais parce que ça a été, très, maintenant je l'explique, mais je pense que ça a été un élément déterminant pour moi. C'est que, il se trouve que, donc dans ma tête, j'étais partie, et je gérais mon quotidien. Je savais que je devais rester encore quelques mois et on m'a confié à l'époque un projet c'était déjà un premier projet de réaménagement de bureau. Je pense qu'on se disait: «Mathilde, elle va faire des plans dans son coin, elle va nous mettre les staffs», voilà. Et moi, je me suis dit: «Bon, c'est ma dernière année, je vais m'éclater». Moi, je n'y connaissais rien. Je me suis dit: «OK, je vais monter une équipe d'ambassadeurs. On va aller faire des learning expeditions, on va faire des plans». Moi, je connaissais rien au hackathon, au design thinking, mais ça m'a paru un peu intuitif. Bref, pendant 1 an, je me suis éclatée sur ce projet et ça en est devenu, tout le monde parlait que de ça. Et d'ailleurs, je me rappellerai très bien, mon manager de l'époque, il m'a dit: «Écoute, on pensait te donner un projet». Faut savoir que le projet n'a jamais, vu le jour. D'accord. Et en fait, ça a déçu des centaines de gens qui s'étaient mobilisés à mes côtés et moi la première. Et en fait, je pense qu'il y a eu cette prise de conscience de, «Ah mais elle a créé», enfin, à l'issue de ça, on m'a dit: «OK, ta force, c'est de faire bouger le collectif». Je pense qu'ils sentaient que j'étais en train de partir et on m'a dit: «Tu vas créer la fonction innovation RH. Tu vas». Mais à l'époque, c'était en 2014, ça Ouais, c'est n'existait pas précurseur. l'innovation RH. D'ailleurs, il y avait pas de titre innovation RH, on voyait pas ça. Et moi, j'étais là genre: «OK, mais qu'est-ce que c'est l'innovation RH?» Et en gros, mon manager me dit: «Tu fais ce que tu veux, tu as carte blanche, mais repense la manière, de faire les choses». Et en fait, je me suis dit: «Mais c'est bizarre qu'il me dise ça», mais après je me suis analysée et moi je suis très cash. Je pense que comme beaucoup de personnes, mais aussi comme beaucoup de jeunes femmes, mes premières années professionnelles, mon objectif, c'était de faire plaisir à mon manager. Je voulais faire ce que je pensais qu'on attendait de moi. Ouais. Et donc mon driver, c'était faire plaisir à mon chef. Pour qu'il me dise à la fin de l'année: «C'est bien Mathilde, tu as bien travaillé, tu as bien fait ce qu'on attendait» et cetera. Et pendant ce projet-là, comme moi j'étais partie, je me suis fait plaisir à moi. Et donc j'ai plus essayé de chercher de faire plaisir à quelqu'un d'autre et je pense qu'en fait, avec le recul, bah, j'ai été totalement différente. J'ai pris des risques, j'ai assumé d'autres points de vue. Dans ma tête, je me rappelle très bien ce que je me disais: «Et au pire, si ça plaît pas, ils te mettront dehors et comme tu veux monter ta boîte, voilà, bon, enfin, c'est pas si grave». Et en fait, c'était pour me rassurer, de me dire: «Prends des risques, après tout, qu'est-ce que tu perds? De toute façon, tu es parti dans ta tête, donc tu as plus rien à perdre». Et en fait, c'est là où ça m'a fait un déclic que, c'est là que j'ai été la meilleure, en fait. Et après, ça marchait déjà bien, mais j'ai bien vu. Après, j'ai eu la chance d'être promue, tous les ans, tous les 2 ans. Chaque année, on me redonnait un nouveau projet, puis tu vas t'occuper de ça en plus, puis ça en plus, puis ça en plus. Et dès lors, en tous les cas, que j'ai arrêté de vouloir faire plaisir aux autres, mais de me dire ce qui me semblait juste à moi et me faire plaisir à moi-même, j'ai vu qu'en tous les cas, mes capacités étaient, démultipliées. Et puis bon, après, j'ai fait encore plein d'autres choses à la RH avant de devenir DRH. Mais pour moi, c'est un point, vraiment, majeur, c'est on ne peut être engagé. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, voilà, et encore une fois, je pense que la manière de m'engager, de penser, ma créativité était plus débordante, parce qu'en fait, mon driver je pense avant était le mauvais, en fait. On travaille pas pour faire plaisir à son chef, on fait pas ou pour être bien vu. Enfin, en tous les cas, je pense pas que sur le long terme, ce soit, voilà, suffisamment engageant et que ça et qu'on y gagne. Voilà. Et en fait, mine de rien, j'ai quand même eu de la chance que ça m'arrive assez tôt, Ouais. parce que malheureusement, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent pas encore
pourquoi ils font les choses, pourquoi ils s'engagent. Mine de rien, j'avais à peine 30 ans. Et c'est une vraie chance déjà à 30 ans de se dire, de se sentir plus libre de ce qu'on a envie de faire et de la manière dont on souhaite le faire. Et tu aurais un conseil justement pour tous les jeunes qui démarrent dans la fonction RH et qui savent pas trop comment trouver leur moyen d'expression à eux? Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que, ça demande, quand même, alors confiance en soi, attention, moi j'ai débuté, même encore aujourd'hui, je suis bourrée de doutes, quand j'ai commencé, on peut pas dire que j'étais celle qui avait très confiance en elle. Mais j'avais confiance. Par contre, j'ai toujours eu cette notion de conscience de ma valeur Mmh. et je pense que ça, c'est aussi par on va me dire, il paraît que j'analyse beaucoup tout. Mais je pense que c'est aussi par la manière dont j'ai été éduquée. Je n'ai jamais eu doute sur, le jour où tu n'es plus aligné, tu pars. Mais les autres ne me forceront pas à devenir ou à être quelqu'un que je n'ai pas envie, d'être. Et donc je pense que c'est ce qui m'aide à quand je vois des injustices, le dire, que si je suis pas d'accord avec mon chef, même aujourd'hui, et ben, je lui dis et si ça le fait pas, bah, je ferai autre chose, mais je ne me force pas Mmh. et d'avoir ce déclic-là à 30 ans, c'est une vraie chance parce qu'on se sent beaucoup plus aligné avec qui on a envie d'être. Et donc j'avais quand même, je pense, eu un socle familial qui m'a aidée là-dessus. Je n'ai jamais été jugée, mes parents m'ont jamais dit: «Faut que tu fasses ci» ou «C'est ça la réussite» ou j'ai toujours été, accompagnée et supportée, mais pour, découvrir ce que moi j'avais envie de faire et la manière dont j'avais envie d'être. Donc c'est une certaine confiance en soi qui est très saine. Et donc Et ça, j'ai eu la chance je pense qu'on me la donne, dans mon éducation, familiale. Et ça, c'est difficile de dire aux gens: «Faut être comme ci ou faut être comme ça». Je connais beaucoup de gens que j'essaye d'accompagner pour qu'ils essayent de se détacher justement de tout ça. C'est hyper difficile. Moi, encore une fois, je me sens assez chanceuse de m'être découverte assez tôt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle beaucoup de sens, d'alignement, et je pense que c'est le point d'entrée, dès le début de la carrière professionnelle. On a tous une petite voix intérieure qui nous dit: «Est-ce que je pense que c'est juste ou pas juste? Est-ce que ce qu'on me demande, c'est bien ou c'est pas bien?» Et combien de fois on subit ou on dit rien parce que et moi je me dis toujours: on fait toujours le choix d'être là où on a décidé de l'être, et que quand on n'est pas aligné, il faut partir en fait. Alors en fonction de son contexte, moi j'étais quand même, j'avais un beau diplôme en poche, j'ai cette chance-là aussi, tu hein, savais que tu pouvais je rebondir. pouvais rebondir facilement. C'est pour ça que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Je suis consciente de l'environnement que j'avais qui m'a donné cette chance-là. Mais aujourd'hui, surtout dans les RH, pour moi, c'est un métier, de valeur, de courage. Il y a encore parfois des choses que je peux observer, ou entendre et que je ne comprends pas. Je me dis: «C'est comment on peut dire aimer faire des RH et agir ainsi?» Et ce que j'ai plutôt envie de dire aux jeunes qui s'engagent, c'est, ne pas perdre de vue, leurs valeurs et leur intégrité, en fait. Parce que c'est un métier, qui demande déjà tellement que si on n'est pas aligné, c'est pas aligné avec qui on est, ça peut faire aussi beaucoup de mal, le métier RH, c'est très dur. Donc de fuir les organisations où on observe qu'il y a peut-être pas cette intégrité-là. Dès qu'il y a une boule au ventre, faut pas Ouais, chercher. Ouais. faut partir. C'est combien de personnes aujourd'hui à Forvis-Mazars? Aujourd'hui, on est presque 6 000 et je pense que quand je suis arrivée chez Mazars, on était même pas 2 000, 1 500. C'est en fait des étudiants de Neoma qui ont été recrutés. Ouais, on a ouvert depuis, il faut diversifier quand même, c'est bien, mais ouais, ouais. Mais oui, oui, bah, l'année dernière, c'était 2 000 recrutements, l'année dernière. Donc après, on a doublé de taille depuis le covid. Il a été à peu près 3 500 au moment du covid. Donc voilà, on parle souvent des petites boîtes qui sont en hypercroissance. Je peux dire qu'à ce rythme-là, Forvis-Mazars maintenant est un peu en hypercroissance Ouais. quand même aussi. Qu'est-ce qui explique ce rapprochement Forvis-Mazars et deuxième question, comment est-ce que tu gères un rapprochement avec Ouais, 6 000 personnes? ouais. Alors, en fait, c'est un montage,
assez unique. Donc il est pas difficile à expliquer, mais pour autant, je pense que tout le monde ne perçoit pas ce que ça veut dire Forvis Mazars. Parce que Forvis Mazars, c'est pas une fusion, une intégration, c'est pas un rapprochement de deux organisations au sens capitalistique du terme. Je dirais, c'est un partenariat exclusif. On dit un réseau à 2 membres. C'est juste un réseau à 2 membres. Dans le sens où, vis-à-vis de nos clients, on a une marque unique, Forvis, qui est notre homologue aux États-Unis, enfin qui est un cabinet issu lui-même d'un rapprochement par le passé de cabinets avec lesquels on travaillait déjà en réseau. Donc on connaissait déjà leur manière de faire, de travailler et on sentait des forces, ou en tout cas des choses qui vraiment nous rassemblaient, et Mazars. Le sujet, c'est que nous, dans un métier comme le nôtre réglementé, quand on adresse des clients internationaux, on a une nécessité de qualité, d'exigence égale à travers le monde. Et donc, c'est quand on prend Mazars comme commissaire aux comptes, on prend de fait Forvis aux États-Unis. Et si on prend Forvis, on prend. C'est indissociable. Mais d'un point de vue, on va dire, marché, on reste 2 acteurs capitalistiquement indépendants. Et pourquoi on a fait cette opération-là? Tout simplement parce que nous, historiquement, notre groupe, on s'est développé avec le développement de nos clients. Nos premiers clients, c'était à la prière, c'était Publicis, c'était AXA, les clients de Robert Mazars. Et en fait, tout notre développement international n'a pas été pour du développement national. Il a été fait pour accompagner le développement de nos clients historiques à l'international. Et donc, on s'est ouvert, on s'est développé là où leurs activités étaient présentes. Et bien évidemment, aujourd'hui, nos clients sont présents sur le marché, sur le sol américain. On a beaucoup grossi à l'international par intégration, par contre, par d'autres opérations d'intégration dans plein de pays, notamment beaucoup en Europe, en Allemagne, en Angleterre et dans plein d'autres parties du monde. Même en France, on intègre chaque année, on acquiert d'autres cabinets plus petits qu'on intègre. Le sujet, c'est plus compliqué dans certaines zones du monde, notamment sur le marché américain, parce que la culture américaine est très forte. Il se trouve que par le passé, on a intégré des cabinets américains, mais c'est des cultures quand même très différentes. Voilà, soit nous, on avait besoin de ce développement aux États-Unis. On était aussi très soucieux de protéger notre ADN culturel, parce qu'en fait, nous, on s'est construit comme une alternative au cabinet américain. Nos principaux clients sont de culture anglo-saxonne, ont des fonctionnements différents. Nous, on est d'une culture latine, bien franco-française, même si aujourd'hui on a un groupe international, mais c'est encore très palpable dans notre culture d'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à des collaborateurs? Qu'est-ce que je me dis à moi quand moi j'ai voulu rejoindre l'acteur challenger des acteurs anglo-saxons? Je ne voulais pas travailler dans une culture anglo-saxonne. Moi, je suis très fière de travailler dans une culture d'histoire française. Et c'est l'histoire qu'on m'a racontée, c'est l'histoire que j'ai achetée, c'est l'histoire que j'ai vécue pendant 20 ans. C'est l'histoire que tous nos collaborateurs vivent. Et là, un jour, on leur dit vous savez quoi? Maintenant, on va devenir un acteur anglo-saxon. C'est inenvisageable pour nous. Mais on a besoin de cet acteur-là. C'est vraiment comme un frère. Enfin, c'est de façon très respectueuse. Mais pour autant, on a des cultures différentes et on aime notre histoire. Et donc, en fait, c'est aussi un montage qui nous permet aussi d'avoir tout le meilleur et de garder aussi tout le meilleur de notre histoire et de notre ADN culturel. Et c'est pas facile parce que on a renommé notre marque commerciale, mais pour autant, nous restons des structures indépendantes d'un point de vue capitalistique. Et ça, c'est inédit. C'est inédit. Et donc, c'est vrai que tout le monde pense que c'est une intégration. On a collé 2 noms, c'est intégré, et qu'en fait, demain, il y en a des acteurs qui va être absorbé. Mais ça n'est pas possible techniquement, en fait. Ça n'est Et pas ça a été possible. pensé pour ne pas l'être. Donc, Exactement. c'est passionnant. J'ai une dernière question.
Quelles sont aujourd'hui tes autres activités parallèles à celles de DRH? J'ai d'autres, activités en effet parallèles. Je l'ai dit tout à l'heure, choisir c'est C'est renoncer. ça. Putain, tu me verrais au restaurant, je ne sais jamais quoi choisir tellement j'hésite. «Ah non, mais si je prends ça, je vais regretter». En fait, c'est la peur du regret. Faut aller manger au restaurant chinois, tu Et prends en plus de temps. plus, j'ai quelque chose tout le temps, je me dis, je sais pas d'où ça vient, mais depuis que je suis petite, je dis: «Vaut mieux avoir des remords que des regrets». Je pense que les regrets, ça c'est quelque chose, et donc pour moi choisir, voilà. Donc du coup, j'ai besoin de faire plein de choses en même temps. Donc en effet, je suis déjà j'ai un statut de slasheuse officiellement puisque du coup je suis salariée de Forvis Mazars, mais j'ai aussi un statut d'auto-entrepreneur, parce que je fais, beaucoup de conférences, de formations, et notamment c'est venu parce que j'ai été recrutée comme experte à l'APM, D'accord. où je partage beaucoup sur justement, les nouvelles générations, le futur des organisations, la manière de faire des RH auprès de dirigeants, et ça m'a amenée à développer plus largement, voilà, cette activité. Alors elle reste mineure dans mon emploi du temps, mais elle me nourrit beaucoup en fait, de rencontres, toujours, de rencontres, de partage. T'as un petite parenthèse, t'as un site ou t'as... Non, non, C'est non. quoi, c'est LinkedIn? Ouais, c'est LinkedIn et puis après ça se fait beaucoup, j'ai la chance, Bouche à beaucoup oreille. par réseau en fait, bouche à oreille. J'ai des sollicitations un peu spontanées et que je peux pas tout honorer parce que, bah, j'ai mon travail à côté qui quand même prend beaucoup de temps, mais j'arrive quand même à me garder un peu de temps, pour cette activité-là qui voilà, qui m'apporte beaucoup et puis ensuite, effectivement, je suis, présidente du Lab RH, donc là, c'est une activité bénévole. Mais qui pour autant, me prend quand même, une partie de mon temps et que j'aime beaucoup, depuis quelques années. Donc, la BRH, c'est une association, effectivement, qui promeut, l'innovation RH, la transformation de la fonction RH et qui a la spécificité d'être composée ses adhérents sont composés à la fois de professionnels RH, mais aussi d'acteurs de la tech RH, puisqu'on a plusieurs centaines de startups, adhérentes. Et c'est ce qui aussi, voilà, m'a amenée, j'aime beaucoup, voilà, aussi tous les sujets des nouvelles technologies, des startups, et surtout de comment en écosystème on contribue, à faire bouger les lignes, d'un point de vue, RH. C'est Voilà. magique, bravo. Et il y a la vie de famille aussi. Et il y a la il y vie a- de famille, c'est une autre activité très importante. Alors, on va rentrer dans la deuxième partie que j'appelle le speed questionnaire. Donc, je te fais OK. plusieurs propositions. Tu prends celle qui OK. te... Faut que je développe pourquoi ou pas du tout? C'est du tac C'est au toi tac? qui vois. OK, Tac au tac, et puis après, on voit si on développe. d'accord. Par exemple, café, thé, jus de fruits. Café. Trop de café malheureusement, peut-être pour ça je suis Court, hyper allongé. dynamique. Très long par contre, j'adore le jus de chaussette moi. Mais ouais, je bois beaucoup de café. Plutôt Nespresso, plutôt en grain, plutôt... Bah, maintenant, un peu snobisme une fois qu'on a connu le grain, c'est pas mal. D'ailleurs chez Forvis Mazars maintenant, on a tous, dans tous les étages, des machines à café à grains, pour avoir du bon café, c'est aussi une manière de bien commencer la journée. Mm. Et tu es plutôt matin, midi, soir? Je suis plutôt du soir, mais je pense comme certaines personnes, je suis une grosse dormeuse, mais j'ai l'anxiété de la nuit, de la journée qui s'arrête. Donc du coup, de fait, je suis moins du matin parce que je suis fatiguée, parce que je me couche un peu trop tard. Mais alors, moi, j'ai un sujet sur, le temps qui passe et donc je c'est impossible pour moi de me coucher tôt. Je me dis: «Ah non, 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 mais il faut remplir ta journée», toujours pareil, même ça, non, remplis ta journée, fais plein de choses, fais donc j'ai beaucoup de mal, ouais, je plutôt du soir. Tu quittes à quelle heure le bureau? Après ça dépend parce que maintenant j'ai une organisation, à moitié en Bretagne, moitié à Paris. Quand je suis ici, je finis plutôt tard. Voilà, je quitte, ça dépend 20:00, 21:00, 22:00, bon et quand je suis chez moi, par contre, voilà, 19:00, 19:30, c'est terminé. Hem, Ville, campagne, montagne? Alors j'étais très ville. Je rêvais de la ville petite Allez, tu fait le tour. et alors que j'ai grandi à la campagne et c'est vrai qu'aujourd'hui donc une organisation est peu hybride, puisque j'ai 2 maisons. C'est aussi un luxe de pouvoir, mais 2 maisons, qui me permettent d'avoir, ma vie professionnelle à Paris et ma vie familiale à Rennes.
Et donc je me partage comme ça moitié de la semaine. Et j'ai redécouvert sur le tard, le besoin de solitude, être un peu plus dans la bulle. Je pense que, avec les années, j'aime la sociabilisation, mais ça me demande beaucoup d'énergie. Mmh. Et pour me ressourcer, j'ai besoin de plus en plus de me recentrer avec plus petit comité, des week-ends plus calmes. D'accord. Mais voilà, mais ça m'aide à me ressourcer, pour la semaine, et j'adore l'émulation parisienne. Et je suis très contente le week-end d'être, Ouais, dès que tu es assise dans le voilà, train, tu sais que voilà, et d'être dans le jardin, les oiseaux et le calme. lecture, cinéma, musique? Je suis très musique parce que je suis très danse. J'aime beaucoup danser et je danse depuis que je suis petite. Donc la musique, pour moi, ça m'aide beaucoup. Après, je suis beaucoup plus télé, cinéma que lecture. J'ai plus de mal à lire. Et en lecture, faut que je m'évade. Donc c'est plutôt science-fiction, fantasy, voilà. D'ailleurs, ça m'a beaucoup, c'est drôle, hein, beaucoup, complexée. Je pense pas que j'ai appris à aimer lire vraiment. Et donc, je me rappelle, mon prédécesseur il l'est toujours, très, très, très cultivé. Il connaissait toutes les références, des citations de bouquins. Et moi, je suis une quiche en ça. Et quand il m'a dit, tu vas prendre ma succession, donc je suis devenue derrière, je me suis dit, oh, je vais faire quand même dans les dîners professionnels. Non, mais j'ai aucune Par que je culture. Enfin, cite moi, ma culture, Baudelaire. c'est Instagram, c'est l'hérofantasy, la science-fiction, le rap. Je me suis dit, ça va pas du tout le faire. Dans le milieu dans lequel professionnellement, Une petite citation de Big Flo et Oli et puis non mais c'est ça, j'avoue. Et en fait, avec les années, non, c'est une autre culture en soi, en fait, et je suis un peu redescendue là-dessus. je viens de faire le lien Je l'assume. entre, vaut mieux avoir des remords plutôt que des regrets. Je l'avais pas, mais Ah, c'est c'est ça. bon. Alors plutôt danse classique, hip-hop ou moderne? Ah, modern jazz. Modern Ouais, jazz. ouais. Printemps, été, automne, hiver? Ouais, automne et printemps. Je suis beaucoup plus mi-saison parce que je peux mettre un peu d'été et un peu d'hiver, donc je suis moins frustrée d'un point de vue mode. C'est beaucoup plus diversifié. Ah mais vraiment, je Donc tu pense regardes la que météo avant de sortir, tu te fais jamais non, alors, piéger par ça le alors là, mon mari, il se moque souvent de moi parce que lui, il connaît toujours. Il me dit: «Bah, en même temps, tu as pas regardé la météo». Et alors moi, je suis capable, je sors toujours, habillée d'une manière, il fallait pas ce jour-là. Donc, combien de fois je suis sous la flotte en sandales, je suis trempée parce que j'ai froid, j'ai pas de manteau, pas de parapluie. Non, je regarde pas du tout. C'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre, comment je me sens, qu'est-ce mmh. que j'ai envie de mettre aujourd'hui, et hop, et après, arrivera ce qui arrivera. Voiture thermique, électrique ou hybride? Je conduis pas, je déteste ça. Donc tu viens comment? Je fais transport en, métro, et sinon, j'ai la chance à Rennes de pouvoir faire tout en vélo maintenant. On loue une voiture, quand il faut, parce que mon mari non plus est pas ça m'arrange très bien, hein. Mais en fait, j'ai mon permis. Déjà, bon, j'ai pareil, j'ai grandi, j'en avais pas besoin. J'ai toujours quand même été en ville quand il a fallu, quand j'ai commencé à sortir. Donc moi, j'ai pas connu les galères où il faut, voilà, faire 30 kilomètres pour aller dans la boîte de nuit. Parce qu'à Rennes, quand même, on pouvait sortir, hein. Et après, j'ai vite vécu à Paris, et donc, moi, je me suis dit: «Je vais pas conduire à Paris». Donc j'ai eu un permis, un peu sur le tard, juste avant de commencer chez Mazars, et qu'en fait, j'ai jamais vraiment utilisé. Donc autant vous dire que vaut mieux pas me mettre un volant entre les mains. Et ça me va très bien parce que, je pense que, bah, il y a aussi eu un événement marquant dans mon enfance où, je suis flippée des accidents. En fait, voilà, OK. flippais un peu des accidents, des autres, des conduites. Je trouve ça tellement dangereux, et depuis que j'ai des enfants, voilà, ça me stresse, voilà, bah, je suis une stressée de la voiture. J'en ai encore, 3. Innovation, tradition ou disruption? Bah, innovation, bah, tout, parce que les Mmh mh. traditions aussi, je trouve que c'est chouette, les traditions, les rituels, les traditions familiales. Heu et donc moi, je dirais mélange des 3 en fait.
J'adore réinventer. L'innovation, c'est aussi l'amélioration continue et puis les traditions, il y en a, elles sont tellement importantes de savoir d'où on vient donc justement, moi, j'aime bien mêler les 3. Ouais. Et si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Arrêter le temps. Ouais, je trouve que la Faire vie va trop plus? vite. Non, je disais ça à ma coach, parce que je me fais coacher aussi, voilà. Non, mais moi, j'ai un petit truc avec le temps, je calcule les nombres d'années qui me restent à vivre. J'ai que 44 ans, hein, tellement j'aime la vie. Donc en fait, je trouve que la vie, elle passe trop vite. Je suis nostalgique de mon enfance, je suis nostalgique des années qui passent, je suis nostalgique de voir mes parents vieillir, mes frères, et je voudrais que tout s'arrête et que je puisse voilà. Alors je sais que la vie, elle est sympa parce que justement, elle est pas infinie, mais pour moi, le temps passe trop vite, ouais. Et En c'est même pas temps, pour tu faire la vis plus de choses, c'est pour encore plus, profiter et mettre des instants de pause sur ce qui se passe, autour, quoi. Mmh. et vivre. Et vivre, voilà. Un réseau social de prédilection, LinkedIn, X, TikTok, autre? Instagram. Instagram. Ouais, je suis accro à Instagram, j'avoue. Je fais tout, shopping, je suis les gens, ouais, j'adore Instagram, ouais. Alors, on rentre dans la dernière partie, j'ai 3 questions. Est-ce que tu as une recommandation, de lecture, podcast, une newsletter, Ça un veut dire la newsletter du Lab RH quand même. Ah, très bien, on mettra le lien. Voilà, après, les podcasts plein, donc c'est difficile d'en citer un plus que d'autres et je trouve que c'est intéressant justement d'en écouter plein différents, quelles que soient les thématiques. Donc voilà, non, et la lecture, voilà, j'ai encore une fois, Tu nous as confié que non. bah, souvent, le pire, c'est que je connais beaucoup de gens qui ont écrit des livres RH, dont des Ou qui amis t'en très offrent. proches qui me les offrent et j'ose pas si maintenant ils le savent qu'ils me les offrent, pour les C'est pour mettre la dans mon bibliothèque. bureau, mais que je les lirai pas. Mais c'est très dur pour moi de lire des C'est une sujets, collection de dédicaces. ouais, Ça ouais, marche. ouais, mais c'est horrible, j'ai honte de dire ça parce que pour tout le travail et en même temps, je suis épatée par les gens qui écrivent des bouquins. Parce que pour moi, ça me semble écrire un livre, écrire, voilà, je suis moins littéraire, tu l'as compris. Donc je mesure à quel point c'est un grand travail, voilà. Mais ça, ouais, Chacun son truc. chacun son truc. Moi, c'est pas trop ça. Donc je vais pas faire de lance là-dessus. Est-ce que tu as un ou plusieurs amis ou connaissances que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast? Alors j'en ai pas mal, il y en a tellement. Non, pour changer un peu, je pensais à ça, tu me posais la question, Thomas Daubigny qui est le chef, digital et innovation, chez, Elsan, donc qui est, voilà, prestataire de santé pour des matériels de santé. Ce que je trouve que, voilà, je devrais travailler dans un autre secteur, je trouve que la La santé. santé, voilà, c'est important. Et qui fait plein de choses, qui était chez Bureau Veritas avant, avec qui on échange pas mal sur les sujets justement d'innovation, de digital. Après, voilà, oui, je connais plein de gens aussi dans la fonction RH, qui sont, passionnants, à entendre. Bon, je peux recommander Séverine Lohero, qui est DG du Lab RH, bien évidemment. Je pense à Claude Monnier, qui a été longtemps DRH chez Sony Music et voilà, qui est surtout un personnage, voilà, encore une fois, des rencontres toujours, voilà, très, enthousiasmantes. Mais aussi, voilà, d'autres DRH, je pense, à Stéphanie Fraise, à Caroline Naquet chez Manutan, à tant d'autres, en fait. Donc c'est un peu dur parce que souvent on me dit: «Oh, donne-moi des noms de personnes» et j'ai envie de dire: «Mais ouais, moi j'ai la chance, tout autour de moi, il y a des gens intéressants». Tiens, voilà la liste. Voilà, je t'enverrai une grande liste par mail. Avec plaisir. Ma dernière question, c'est si on souhaite te contacter, quel est le meilleur moyen de s'y prendre? Bah, LinkedIn, en général. Alors, j'essaye parce que c'est dur de suivre, toutes les sollicitations, les mises en situation, mais assez simple. Après, souvent, c'est par, hop, quelqu'un a eu, je partage facilement, mon mail ou quelqu'un me le donne. Enfin,
En tout cas, pareil, qui ne tente rien n'a rien. Moi, je dis souvent, écrivez-moi, je réponds. Alors, on partagera pas le mail. Il y a certains présidents de grandes entreprises qui ont donné leur mail en ligne, mais Ouais, non, moi, il est pas dur. Si vraiment on le cherche, on a on tous le les trouve. mêmes adresses génériques chez Forbis Mazars. C'est pas difficile de la de la reconstruire. Vous avez l'indice principal, c'est Forvis Mazars, ne pas se tromper dans la structure. Exactement. Mathilde, un grand merci, c'était vraiment passionnant. Je suis sûr que ça va inspirer beaucoup, beaucoup de monde. Tu risques d'avoir un pic de candidature sur le site. Si ça marche, si ça aide, je dis pas non. Et avec très bientôt, soit chez Forvis Mazars, soit au Lab RH. Merci à toi. Merci. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.